Merci beaucoup. On va tout de suite enchaîner avec la rentrée des éditions Cambourakis, avec à la fois de la littérature française et de la littérature étrangère. On va commencer tout de suite avec la littérature française en compagnie d'Aurélie Lacroix. Bonjour ma chère Aurélie. Bonjour Yann. Bienvenue parmi nous. Très heureux donc de vous interroger sur ce premier roman publié chez Cambourakis qui s'intitule L'unique objet de mon regard, un roman, le roman d'une passion amoureuse, pourrait-on dire, une passion fiévreuse et destructrice. On va y revenir, entre la narratrice et le personnage qui porte cette initiale de E, de leur rencontre aux alentours de 15 ans, à l'adolescence, jusqu'à l'ultime rupture qui va provoquer un séisme chez la narratrice. Le récit est composé à partir d'une chambre dans une clinique psychiatrique où la narratrice est rendue et où elle va essayer d'écrire cette histoire, à la fois pour la consigner, mais aussi d'une certaine manière pour essayer de se sauver. Peut-être tout de suite nous dire un petit mot de la manière dont vous avez écrit ce livre. On s'est parlé de ce livre qui est inscrit sous le parrainage d'Annie Ernaux et d'Hervé Guibert, et je crois savoir que Guibert a été un déclencheur pour vous, pour l'écriture de ce livre qui vous hantait peut-être depuis quelques temps. Vous pouvez peut-être nous dire un petit mot de cela pour commencer. Bonsoir à tous, je suis très heureuse d'être là. Oui, effectivement, c'est un texte très personnel auquel je tournais autour depuis très longtemps, mais qui était finalement assez flou. Et c'est vrai que quand j'ai vu cette phrase un jour d'Hervé Guibert, qui est extraite de Fou de Vincent sur un très grand écran dans un théâtre, qui demandait qu'est-ce que c'était. Alors je vais la dire très mal, mais je sais que un amour, une obsession érotique ou une de mes inventions. Et c'est vrai que ce mot invention a vraiment résonné extrêmement fort chez moi, puisque je pense en fait que quand une histoire d'amour s'arrête, puisque c'est vraiment le cœur du récit, la personne, en tout cas des deux qui reste peut-être un peu plus sur le bas-côté, se demande si elle n'a pas tout inventé. Donc, comme vous l'avez dit, l'idée c'était de raconter cette passion amoureuse assez finalement atypique, à la fois dans son intensité et dans son côté extrêmement chaotique. Atypique puisque c'est l'histoire de deux jeunes femmes qui se rencontrent à l'adolescence, effectivement, à la sortie de l'adolescence. La narratrice va avoir 19 ans et le personnage de 17 ans. Et c'est un amour qui va complètement, en fait, puisqu'il est totalement inattendu, va complètement les bouleverser, on va dire les dépasser. Et c'est vrai que, pour répondre à votre question, comment résumer une passion de 15 ans, il me semblait que malgré le côté extrêmement romanesque de cette histoire, si je ne trouvais pas, à partir du moment où j'ai décidé d'écrire sur de la matière intime, si je ne trouvais pas la forme pour agencer en fait, et donc il y avait chez moi quand même une obsession de trouver une structure narrative pour rendre vraiment grâce à cet amour-là, et qui aussi soit totalement en adéquation. Donc je ne pouvais pas imaginer, ça aurait été extrêmement répétitif, sinon il fallait une chronologie non linéaire. Il me semble qu'il fallait trouver aussi dans la construction un rythme qui permette d'être totalement en harmonie avec le vertige qu'impose la passion. Oui, et c'est aussi un livre qui parle effectivement du temps présent, le temps de la clinique psychiatrique, et puis avec des flashbacks comme ça, presque l'invention des souvenirs, on pourrait dire, pour revenir au mot de Guibert. Et c'est aussi un livre qui dit comment est-ce que on s'accroche à des béquilles, à la fois des béquilles humaines, des gens qui sont proches, et en même temps des béquilles artistiques. Il y a énormément d'enjeux de cet ordre-là, de Sophie Calle à Lynch, en passant par Claire Marin ou Serge Gainsbourg. C'est aussi une manière de parler de ces, alors je ne sais pas si béquille est le terme bien choisi, en tout cas des points d'appui que l'on peut trouver dans un chagrin d'amour qui est une telle déflagration.
Effectivement, puisque c'est le récit donc du chagrin et de l'effondrement de la narratrice à la suite de cette rupture, d'un effondrement effectivement, comme vous l'avez souligné, que je qualifierais de spectaculaire, puisque il a contraint à prendre cette décision absolument déchirante d'être admise dans un hôpital psychiatrique, enfin dans une clinique plus particulièrement, malgré la bienveillance d'un entourage. Et donc effectivement, il s'agissait là aussi de convoquer, notamment au niveau de l'art, on va dire toutes les... En fait, l'art pour moi c'est absolument constitutif de ma vie, c'est-à-dire que c'est comme ça que j'envisage mon rapport au monde, c'est comme ça que je vois les choses, donc il était impossible pour moi de me mettre à l'écriture sans évoquer ce rapport-là, c'est-à-dire à quel point l'art nourrit la vie et la vie nourrit l'art. Donc c'est vrai que il est beaucoup question de cinéma, de littérature et énormément d'art contemporain, puisqu'on sent aussi que c'était une manière aussi dans cette histoire, en fait, je voulais pas vraiment montrer pourquoi elle s'était aimée, parce que pourquoi on tombe amoureux, pourquoi on aime quand tout le monde nous explique qu'on ne devrait plus aimer, qu'on devrait partir, pourquoi on reste, pourquoi on s'effondre. C'est des questions auxquelles il est bien difficile de répondre. Mais en tout cas, je voulais montrer comment elles s'étaient aimées. Et elles se sont aussi beaucoup aimées dans les musées, beaucoup à travers l'art contemporain et beaucoup à travers des œuvres immatérielles, des œuvres immersives. Voilà. Dernière question, peut-être à la fin du livre, il y a cette très belle phrase qui dit « Je n'ai plus besoin de nous chercher, nous sommes dans le livre ». Il y a cette idée en effet d'archiver, presque de constituer une sorte de tombeau à cette histoire. Peut-être vous pouvez nous dire un mot pour conclure cette brève conversation. Oui, c'est une phrase qui résonne très fort, parce qu'effectivement... elle est très importante. Je pense qu'elle résume bien le projet, en fait. Et oui, on peut dire que c'est une sorte de tombeau, c'est un peu fort, mais peut-être de tombeau littéraire. En fait, ce livre, c'est sûrement le lieu qui leur a tant manqué. Parce qu'elles se sont aimées beaucoup, elles se sont aimées partout. On l'a pas dit, mais elles voyagent. Donc, dans le livre, on passe de Rome à Venise, à Rotterdam. C'est un livre qui, me semble-t-il, est extrêmement en mouvement par rapport à l'immobilisme peut-être du prologue sur ce lit d'hôpital. Et donc oui, effectivement, il y a lutter contre la disparition de cet amour, retenir, l'archiver et pour l'éternité. C'est le personnage de eux qui dit à la narratrice souvent tu es mon éternel. Bien ce livre-là, c'est leur éternité. Je vous propose d'écouter tout de suite un extrait de ce texte. La nuit n'est pas complètement noire. La lumière du couloir s'immisce sous la porte de la chambre. On nous veille en entrant à plusieurs reprises dans un silence discret. La porte qui se referme confirme à chaque fois que tout va bien. Combien de fois, pendant toutes ces années, me suis-je répété « jusqu'ici, tout va bien » pour minimiser le chaos. J'effleure ma peau avant de la toucher, cherchant à vérifier que c'est bien moi qui suis là, gisant dans ma propre obscurité. Jusqu'où va-t-on par amour? Où nous conduit-il? Dans le lit de la clinique psychiatrique où je viens d'être admise, au loin j'entends le bruit d'un train. Il me ramène sur les quais, sur nos quais à elle et moi, sur ceux où nous nous sommes aimés, sur ceux où nous nous manquions déjà, sur ceux où nous nous sommes déchirés, sur ceux où nous nous sommes quittés. Ces trains que je prenais tous les mois à l'époque pour la rejoindre. Avant que le wagon ne s'immobilise complètement, mes yeux regardaient par la fenêtre pour tenter de la voir. Quand elle apparaissait, je n'avais plus qu'à emprunter ces 3 marches qui me séparaient du sol, me jeter dans ses bras, sentir son odeur et sa chaleur comme s'il n'y avait jamais eu l'absence.
Les derniers mois avant notre séparation, elle n'était plus sur le quai. Elle m'attendait plus loin, dans sa voiture. Et c'était toujours la même déception quand je ne la voyais pas. Comme si elle ne m'attendait plus et que sans cette attente, il n'y aurait pas la joie. Comme si le début d'un abandon s'esquissait et se précisait à chaque descente de train face à ma solitude. J'avais commencé à détester Paris quand j'avais fini par admettre qu'elle ne viendrait jamais m'y retrouver. J'avais su à cet instant que j'étais sur le point de perdre la partie. Nous nous étions souvent demandé laquelle sortirait indemne de notre histoire. Je ne peux pas vivre sans toi. Cette phrase, nous nous l'étions répétée en boucle, comme si la prononcer plusieurs fois allait nous protéger. Laquelle sauverait sa peau? Je frôle à nouveau la mienne. J'y décèle une certaine humidité. Sa salive semble n'avoir toujours pas séché malgré les années. Je serre le drap dans ma main gauche. Je plonge ma main droite dans ma bouche pour étouffer le cri qui ne demande qu'à sortir. Si je me relève, je me promets à ce moment précis d'écrire cette histoire, la nôtre, la mienne. Objet de mon regard, Aurélie Lacroix. Merci beaucoup, Aurélie. Merci beaucoup. On va poursuivre donc cette rentrée française de Cambourakis avec un autre texte qui va nous être présenté dans une petite vidéo par Marie Morel du Comptoir des mots. Je suis Marie Morel, je travaille à la librairie Le Comptoir des mots où nous sommes actuellement. Une librairie généraliste qui est dans le 20e arrondissement à Paris, qui existe depuis bientôt maintenant 20 ans, ça fera alors 20 ans l'année prochaine, où on trouve de tout, où on flâne, de la BD, de la jeunesse, plein de littérature, plein de romans policiers. Et on organise aussi beaucoup de soirées, notamment des soirées féministes. Qu'on peut réécouter après parce que c'est aussi diffusé dans un podcast qui s'appelle Girls Power et on est aussi l'éditrice d'une revue qui s'appelle Un texte à soi depuis cette année. Alors on va parler du livre Hors d'atteinte de Marcia Burnier. Marcia Burnier, vous la connaissez peut-être pour Les Orageuses, qui était le premier roman de la collection Sorcière chez Cambourakis, qui était paru en 2020. Hors d'atteinte, ça va être différent. On est avec une héroïne qui s'appelle Erin. Erin qui s'installe pendant quelques temps, elle ne sait pas exactement combien de temps, à la montagne. On comprend au fur et à mesure par les journées qui passent et par elle, ses sensations et toutes ses émotions, beaucoup de culpabilité, on comprend qu'elle sort d'une relation qui a eu une vraie emprise presque sur elle, au petit à petit, par des petites anecdotes, par les peurs qu'elle va en fait dépasser au fur et à mesure. On comprend avec certains souvenirs, certaines bribes de choses qui lui reviennent en tête, on comprend à quel point ça a pu être contraint en fait, sans forcément qu'il y ait de violence. En fait, c'est beaucoup plus indicible que ça. Et donc, on part de quelque chose où nous-mêmes, en tant que lecteurs et lectrices, on est en alerte, du coup, parce qu'on se demande, il y a un mystère au début un petit peu, donc on se demande est-ce qu'elle fuit quelque chose, on se demande quel est le contexte, en fait, de cette échappée, de cette parenthèse en montagne. Et puis, on va comprendre ce qui l'a amenée là, et on va la voir, en fait, se relâcher, tester un petit peu ses forces. Elle va commencer à marcher de plus en plus loin, à faire un peu de randonnée et à retrouver, voilà, à réhabiter pleinement son corps. Et elle va faire des rencontres aussi. Et il y a une vraie subtilité dans ce texte-là parce que on est dans des sensations, on se fait très vite, enfin en tout cas moi je me suis fait très vite des a priori en me disant ah bah d'accord, ça y est, c'est une rupture, elle était avec quelqu'un de toxique. Et en fait non, c'est beaucoup plus subtil que ça, c'est beaucoup plus suggéré et avec l'écriture de Marcia Burnier qui est, je trouve, très très douce et elle arrive à mettre des mots et à nous faire ressentir des choses qu'on n'arrive même pas à se verbaliser, je trouve. Cette déconnexion qu'on peut avoir de soi parfois sur des choses du quotidien qui sont vraiment intimes, c'est très dur à verbaliser. Et là, je trouve qu'elle en parle avec ce personnage d'Erin, avec lequel on en empathie très vite et qu'on découvre et qu'on apprécie. On aime la voir se réapproprier son corps et avoir plein de petites joies quand elle
tout d'un coup, elle voit, au début, elle voit pas les animaux. Et puis au fur et à mesure, elle apprend à voir, elle apprend à écouter. Ça fait écho à pas mal de textes qu'on a vus ces derniers temps. Le mur invisible, bien sûr, mais aussi, moi je pensais à Encabané de Phil Toshiba. Et puis plus récemment, la Femme forêt qui vient de sortir de Anaïs Barbeau-Lavalette. Et sauf que là, on a vraiment cet apaisement, en fait, cette parenthèse qui fait du bien. Et je trouve que dans un contexte un peu plus général, que ce soit de lecture ou que ce soit un peu plus globalement au niveau de la société, au niveau de réflexion, de débat qu'on peut avoir en termes de relations, hommes-femmes, mais pas que, je trouve que ça apporte une vraie... j'allais dire pierre à l'édifice, mais c'est beaucoup plus doux que ça, en fait. Ça apporte justement un petit moment d'apaisement et de subtilité. Je trouve que c'est un texte qui fait du bien. Il est fixe, ronronne désormais sous la main d'Erin, profitant que Tonnerre fasse la sieste quelque part au soleil, hors de sa vue. Il se tourne sur le dos pour qu'Erin lui gratte le ventre et elle remarque qu'il a enfin grossi. Les larmes pointent au coin de ses yeux, hésitant à jaillir. Erin est tiraillée entre la peur de sombrer et l'envie de les convoquer une bonne fois pour toutes, qu'elles sortent de son système. Quand ils avaient commencé à sortir ensemble, Erin était déjà un peu ébréchée, elle le sait. À l'adolescence, d'autres garçons étaient passés par là, mais elle n'en avait jamais parlé à qui que ce soit. Elle avait compris très jeune que son corps ne lui appartenait pas tout à fait. Et comme un prédateur, il avait senti le sang. Il avait senti les 1000 coupures qui l'affaiblissaient déjà, et il en avait profité. À l'intérieur d'Erin, il y avait comme un précipice, un gigantesque vide qu'il fallait remplir, combler, et elle était sûre qu'il l'avait su dès le départ. Plus elle pense à ça, plus elle enrage d'avoir gâché des années, rage d'être encore vacillante, de passer tant de temps et d'énergie à tenir, à rester debout. Mais surtout, elle se demande pourquoi, ici, maintenant, au milieu des bois et sans témoin, elle contracte encore tant les coins de ses yeux pour ne pas pleurer. Pourquoi certains soirs, seule dans sa chambre, elle pleure en ouvrant la bouche silencieusement, comme si sortait d'elle un cri sans nom, en serrant les poings pour contenir quelque chose qu'elle n'arrive pas à identifier. Comme si elle avait peur que ce soit le début de la fin, le début d'un grand déversement. Elle refuse de voir ça comme une purge, une nécessité. Et à force de tout retenir, son corps devient lourd, gauche et trop rempli. Est-ce qu'elle est partie à l'autre bout de la France pour échapper à quelque chose ou préserver les autres, effrayée par l'explosion qui lui semblait imminente? De qui avait-elle envie de s'éloigner? De lui ou des autres? Elle a souvent fantasmé le départ. N'a jamais vu dans la fuite une lâcheté spécifique, mais plutôt un moyen de survie, de défense. Partir pour mieux revenir. Ou tout simplement partir pour reprendre à zéro, oublier les erreurs. Comme si la fuite pouvait annuler les mauvaises rencontres, comme si l'échappée pouvait effacer les souvenirs. L'idée de débarquer dans un lieu inconnu et de choisir qui elle avait envie d'être lui était vertigineuse. À Paris, en s'endormant à ses côtés le soir, elle s'imaginait ailleurs, sans lui. Le fantasme de pouvoir un jour disparaître l'avait fait tenir debout. Si ça va trop mal, je pars loin, à l'autre bout de la planète, là où personne ne me connaît, et je recommence sans trop savoir ce qu'elle recommencerait, sans savoir quelle partie de sa vie elle garderait et quelle partie elle effacerait et reprendrait à zéro. Mais l'angoisse se calmait. Le souffle ralentissait, son pouls redescendait. Elle trouvait que fuir demandait moins d'énergie que de se battre. Merci Christophe, c'était donc Hors d'atteinte de Marcia Burnier.
Et on va tout de suite enchaîner avec la rentrée étrangère des éditions Cambourakis. Les éditeurs de Cambourakis ont décidé de donner la parole à la fois aux éditeurs, mais aussi aux traducteurs de ces textes de littérature étrangère à paraître à la rentrée. C'est l'histoire d'un royaume qui est a priori contemporain de nos sociétés, qui un beau jour, au lieu de changer de régime, change en fait la manière de comptabiliser le temps qui passe. Un jour, le roi de notre histoire décide que la dictature du soleil a suffisamment duré et qu'il va vraiment incarner en fait la métaphore du roi soleil, qui va devenir lui-même le soleil. C'est-à-dire qu'en fait, la journée va commencer uniquement quand lui va se réveiller et la journée se terminera uniquement quand il trouvera le sommeil dans les bras de Morphée. Partant de cette idée un peu farfelue, Kostis Maloutas va suivre cette lignée de rois et reines sur 6 générations. Jusqu'au jour où arrive un nouveau roi qui, lui, en fait, est complètement insomniaque. C'est un livre assez politique, je crois. C'est que son raisonnement, il a ce narcissisme que peuvent avoir les hommes de pouvoir quand ils ont le sentiment que le monde est à leurs pieds. Et ils voient tout selon leur propre point de vue et ils considèrent qu'ils ont raison sur tout. Et ils considèrent aussi que ce qu'ils ne voient pas n'existe pas. L'intérêt et la puissance du dernier aujourd'hui, c'est vraiment cette dimension joueuse. À quel point l'auteur Kostis Maloutas joue avec ses personnages, joue avec ses lecteurs. Le dernier aujourd'hui, c'est une fable éminemment contemporaine qui peut nous faire penser à certains égards au personnage du Burroi, mais sans la cruauté, puisque Kostis Maloutas, l'auteur, a vraiment beaucoup d'empathie pour ses personnages. Il alterne entre un espèce de faux académisme, de faux sérieux, un peu comme chez Borges, où on a des parties qui peuvent sembler un peu encyclopédiques, on a une langue assez précieuse, etc. Mais il est capable de saupoudrer ça d'idées complètement folles, complètement décomplexées, et en fait de d'étendre bien l'atmosphère, quoi, d'en faire une lecture quand même savoureuse de bout en bout. Ce qui m'a particulièrement plu dans le livre, c'est la manière dont l'auteur nous montre à quel point son personnage principal est absolument faillible. Or, son personnage principal, c'est le roi. Donc le roi, il est très seul, très solitaire, et parce qu'il est dans cette position de pouvoir, il ne parvient pas à écouter les autres, il voit le monde qu'à travers ses seules lunettes. Et donc, parce qu'il n'arrive pas à écouter les autres, et il n'arrive pas non plus à écouter son cœur, toutes ces difficultés éminemment personnelles vont rejaillir sur la destinée de la nation. Et c'est comme ça, en fait, que l'auteur va nous livrer une histoire touchante et drôle, toujours avec beaucoup d'ironie. Ce qui m'excite au moment où je traduis, c'est de partager avec lui l'avancée de mes travaux, quoi, de lui montrer que j'ai compris tel sous-entendu ici, j'ai compris où il veut en venir à tel autre endroit. Moi, c'est ce qui m'amuse, c'est ce qui me stimule, c'est d'avoir une complicité avec l'auteur. Chaque traduction a ses particularités. Je crois que sur les textes de Maloutas, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de rendre cette densité qu'il a. Il a une ironie qui est pas toujours facile à rendre aussi, soit par la construction de la phrase, soit par le choix des mots. Enfin bon, il a quelque chose d'assez particulier dans son écriture. La manière, en fait, dont insidieusement, progressivement, l'auteur Kostis Maloutas nous fait comprendre que les histoires qu'on se raconte, nos petites fictions personnelles, ont beaucoup de place, prennent une place, en fait, prépondérante dans nos vies. Et c'est vraiment précisément ce qui arrive au roi, en fait. S'invente plein d'histoires sur le monde qui l'entoure et qu'il ne connaît pas. Il se retrouve comme ça, à la fois dans un monde extrêmement riche, parce qu'il a une imagination débordante, mais un monde clos, en fait, un monde qu'il invente lui-même et qui finira par l'enfermer.
Je m'appelle Céline Leroy, je suis traductrice et je suis là pour vous présenter le nouveau livre de Don Carpenter. C'est le 7e livre publié par les éditions Cambourakis. C'est son dernier roman de 1988, le dernier texte qu'il a publié. Et je pense qu'il devait déjà commencer à être un peu malade. C'est un texte qui est assez marqué par la mort. C'est vraiment un texte typique de Carpenter, plein d'humanité, avec beaucoup d'humour, parfois aussi très sombre. En fait, pour vous donner un petit peu l'idée du déroulé du texte, il y a 4 chapitres qui sont tout un programme. C'est la vie, les jeunes, les vieux, la mort. Voilà, on a toute une vie et tout Carpenter dans ses titres de chapitres. Ça commence sur un repas de Thanksgiving qui va tourner, comme souvent chez Carpenter, à la beuverie, où certains vont se mettre à jouer aux cartes. On va rencontrer Jackie, la mère, son ex-mari et ses 2 enfants. Et puis, comme souvent chez Carpenter, ça va digresser, ça va partir sur d'autres voies. Et là, on va suivre ensuite le fils de la famille, Derek, qui est un jeune qui se cherche pas mal et qui va partir en virée un petit peu criminelle avec un garçon qu'il va rencontrer à San Francisco. C'est un texte qui s'inscrit vraiment de manière très cohérente dans le reste de ses écrits. Ça s'inscrit aussi dans le reste de ses écrits dans le sens où il y a toujours ces personnages à la marge dans la dérive criminelle. Ce ne sont pas des grands criminels, mais ça dérape toujours et ça se finit toujours assez mal. Et ça s'inscrit aussi dans son œuvre de manière plus sombre, puisque c'est un texte marqué par la mort et notamment beaucoup marqué par le suicide. Or, Carpenter, en 1995, a fini par se suicider. C'est le 7e texte de Carpenter que l'on publie, le 7e que je traduis. Et pour moi, à chaque fois, c'est le plaisir de retrouver une façon d'écrire qui mélange à la fois des phrases assez longues et des phrases extrêmement percutantes, une construction aussi extrêmement particulière des textes, à savoir les personnages qui apparaissent aux 2 tiers du livre et qui vont devenir extrêmement importants pour le récit, des personnages qu'on ne connaissait pas pendant 200 pages et qui vous resteront à l'esprit pour toujours. Et voilà, et c'est aussi trouver cette cadence très particulière de l'écriture. C'est se mettre, il a aussi il fait énormément de listes, par exemple, particulièrement quand les personnages ont bu, où il y a des gueules de bois absolument épiques. Et voilà. Et là, la machine s'emballe complètement dans l'esprit des personnages. Et là, les phrases s'enchaînent très rapidement. Et c'est un grand plaisir de trouver cette cadence-là, de traduire ces passages-là. Peut-être ce qu'il faudrait aussi noter, ce qui est intéressant de savoir pour le lectorat français, c'est que on est assez privilégié puisque aux États-Unis, seuls 2 textes de Carpenter sont encore disponibles, à savoir 7 ans pour les braves et Un dernier verre au bar sans nom, donc le premier et le dernier, mais que les autres ne sont plus disponibles en librairie. Et voilà, donc grâce au travail des équipes Cambourakis, un petit peu à moi aussi, voilà, l'œuvre de Carpenter est disponible au lectorat français et peut être lue bientôt, peut-être de manière intégrale.